L'air est lourd aujourd'hui, tout comme le silence qui m'étouffait. Un silence que j'ai payé, note par note, souffle par souffle. On dit que certaines vérités sont trop laides pour être dites. Je dis que certains silences sont trop forts pour être supportés. Et le mien, oh le mien, rugissait-il. Je croyais que l'amour d'une mère était un abri, une forteresse. Mais parfois, les murs même censés vous protéger sont ceux qui s'effondrent, poussière et arêtes vives, vous enterrant sous ce qui était autrefois votre maison. Parfois, ceux pour qui vous construisez ces murs, ils vous tendent la pelle pour creuser votre propre tombe. Non pas avec malice, non pas avec des cris, mais avec un sourire calme et poli. Un sourire bienveillant, même. Le genre qui rend la trahison plus nette, presque miséricordieuse. Je m'appelle Élodie. J'ai 65 ans. Et ce n'est pas une histoire de grande bataille ou d'évasion dramatique. C'est une histoire de petite mort. D'une lente disparition. Jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un fantôme, arpentant les pièces que j'avais meublées, préparant les repas que j'avais payés, tenant dans mes bras un petit enfant que j'adorais, mais qui me voyait à peine. Invisible. Voilà ce que je suis devenu. Un élément fixe. Comme un fauteuil usé, utile, mais facilement oublié. Jusqu'à ce que, bien sûr, je ne le sois même plus. Je me souviens du jour où les meubles se sont réorganisés autour de moi, me poussant vers les bords, puis vers la porte. C'était un mardi. Un mardi, entre tous les jours. Ordinaire. Banal. Le genre de jour où rien de bouleversant ne devrait se produire. Et pourtant, c'est arrivé. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Le monde bascule sur son axe les jours les plus modestes. L'odeur de la crème brûlée flottait dans l'air, douce et sucrée. Une odeur qui était autrefois réconfortante, maintenant un souvenir amer. Anne-Marie, la femme de mon fils Antoine, adorait la crème brûlée. C'était sa préférée. J'avais passé l'après-midi, mes mains bougeant au rythme familier de 1000 repas préparés pour eux, cassant des œufs, tempérant la crème, caramélisant le sucre avec un chalumeau de cuisine qui sifflait comme un serpent. Un petit rituel domestique. Une offrande silencieuse. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine, encadrée par la lumière de fin d'après-midi. Sa silhouette, une ombre familière sur fond de lueur. Elle souriait. Ce sourire poli et raffiné. Celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Maman Élodie. Commença-t-elle d'une voix douce, presque un murmure, comme une brise légère emportant une tempête. Il faut qu'on parle. Je me souviens m'être essuyé les mains sur un torchon, le tissu rugueux contre ma peau. Un geste pratique. Une façon de m'ancrer. Bien sûr, ma chère. Quelque chose ne va pas? Demandai-je d'une voix ferme, bien qu'une légère lueur de malaise ait commencé à s'agiter dans ma poitrine. Elle était toujours là, cette lueur. Une veilleuse d'anxiété, toujours prête à s'embraser. Elle s'avança plus loin dans la cuisine, les mains jointes devant elle. Une image de calme et de sérénité. Antoine et moi, on discute. Depuis un moment. Elle marqua une pause, et la pause s'éternisa, emplissant la pièce, repoussant l'odeur de crème brûlée. On sent qu'il est temps de changer. Mon cœur, un petit oiseau, se mit à palpiter. Une panique familière. Je connaissais cette danse. Je l'avais déjà dansée, sur des airs différents, des rythmes différents, mais toujours avec la même appréhension latente. L'anticipation d'une exigence. Un sacrifice. Un changement, demandai-je d'une voix toujours ferme. Extérieurement, j'étais un roc. Intérieurement, j'étais du sable friable. Son regard se porta vers la fenêtre, puis revint vers moi. On t'aime, maman Élodie. Tu le sais. Les mots, un fin voile, dissimulaient à peine la dureté sous-jacente. Mais bon, Léon grandit. Il a besoin de plus d'espace. Et nous avons besoin de notre propre espace. En famille. Rien que nous trois. Rien que nous trois. Les mots restèrent là, lourds, définitifs. Le non-dit hurla. Tu ne fais pas partie de nous trois. Tu es l'étranger. La quatrième roue du carrosse. La présence indésirable. J'ai regardé la crème brûlée sur le comptoir. Dorée. Parfaite. Un symbole de toutes les choses non dites que j'ai faites. Les actes discrets de service. L'aide non sollicitée.
La façon dont j'ai essayé de leur rendre la vie plus facile, plus douce, plus agréable. N'avais-je pas prévu d'espace? N'avais-je pas fait de leur maison la mienne? Oui, mais pour eux? Une pensée, vive et aiguë, m'a transpercé. Je paie pour cet espace. Cette maison, cette cuisine, cette crème brûlée. Je paie pour le privilège qu'on me dise que je ne suis plus nécessaire. Mon fils, Antoine, est alors sorti du salon. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, une posture décontractée qui criait l'évitement. Son regard a croisé le mien une seconde fugace, puis s'est détourné, fixé sur un point invisible du mur. Son silence. C'était le poison. Les mots d'Anne-Marie étaient la lame, mais le silence d'Antoine était la main qui l'a enfoncé. Il s'est éclairci la gorge. Maman, Anne-Marie a raison. C'est pour le mieux. Pour tout le monde. Sa voix, un murmure bas. Il ne pouvait pas me regarder. Lui, mon fils, mon unique enfant, ne pouvait pas soutenir mon regard tandis que sa femme, avec son consentement silencieux, m'expulsait de la vie que nous avions construite. Le monde nageait un peu. Non pas de façon vertigineuse, mais comme de l'eau remplissant un verre, obscurcissant lentement la vue. J'éprouvais un étrange détachement, comme si j'observais une scène se dérouler sur une scène, et moi, Élodie, j'étais simplement une observatrice. Le personnage principal, peut-être, mais pas vraiment présent à l'instant. Le silence s'étira à nouveau. Épais. Suffocant. C'était le silence de 100 vérités non dites. De 1000 sacrifices inaperçus. Je comprends, dis-je d'une voix à peine murmurée, mais ferme. Je devais être ferme. Je devais être le roc, même si je me brisais intérieurement. Quand veux-tu que je parte? Le sourire d'Anne-Marie s'adoucit, presque de soulagement. Oh, dès que tu seras à l'aise, maman. Prends ton temps. On veut que tu sois à l'aise. Son confort, pas le mien. Toujours leur confort. Antoine se déplaça, me regardant enfin. Une lueur dans ses yeux. Des regrets? De la honte? Je n'aurais pas su dire. C'était trop fugace. On t'aidera à trouver un logement, maman, proposa-t-il, les mots creux, une promesse en l'air. Il savait que j'avais mes propres moyens. Il savait que je les avais toujours eus. Des moyens que j'avais investis dans leur vie, dans cette maison. J'ai hoché la tête d'un geste bref et bref. Pas besoin, ai-je dit. Je me débrouillerai. Je suis passé devant eux, j'ai traversé le salon, je suis passé devant les photos encadrées sur la cheminée, leur mariage, les premiers pas de Léon, les vacances en famille que j'avais financées, mais dont j'étais rarement le cadre. Chaque photo était un témoignage silencieux de ma présence et de mon effacement croissant. J'ai monté l'escalier jusqu'à ma petite chambre. Jamais vraiment à moi. Elle avait toujours été la chambre d'amis ou la chambre de maman, comme si mon séjour était temporaire. Une visite. Un prêt. La pièce était vide, à l'exception de l'essentiel. Un lit simple, une petite commode, un placard étroit. J'avais gardé mes affaires au minimum, toujours prête à recevoir l'instruction tacite de me faire plus petite, moins visible. Les murs étaient d'un crème pâle, une teinte neutre qui se fondait dans le décor. Tout comme moi. J'ai ouvert le placard. Quelques robes, un manteau d'hiver, une pile de pulls. Ma vie, condensée dans quelques cintres. J'ai sorti une petite valise usée. C'était un bagage que j'avais hérité de ma propre mère, un objet solide et pratique. Il avait vu plus de voyages que moi, plus de départs et d'arrivées. Il me semblait approprié maintenant. Chaque objet que je pliais et plaçais dans la valise était comme une pierre. Lourd. Froid. Une robe que j'avais portée pour la pièce de théâtre de Léon à l'école. Un foulard qu'Antoine m'avait offert des années auparavant, quand il était encore un garçon qui me regardait avec des yeux clairs. Une photo encadrée de mon défunt mari, Pierre. Son sourire, franc et sincère. Il n'aurait jamais permis cela. Il aurait rugi. Il m'aurait protégé. Mais Pierre était parti. Et j'étais seule. Les larmes, elles ne sont pas venues. Pas alors. Elles étaient piégées au plus profond de moi, figées. Je me déplaçais avec une efficacité silencieuse, les mains fermes, l'esprit vierge. Je ne voulais pas penser. Je ne voulais pas ressentir. Ressentir était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas maintenant. Pas encore.
J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Une fine pellicule de poussière, presque imperceptible, sur le rebord de la fenêtre. Un léger parfum de lavande émanait du sachet que je gardais dans un tiroir. Petits détails intimes d'une vie qui était en train d'être rangée. Le lit, défait. Je n'y dormirai plus. J'ai pris mon petit sac à main. Mes clés. Mon portefeuille. L'essentiel. Tout le reste me semblait désormais un excédent de bagages. Un poids dont j'étais prête à me débarrasser. Je suis descendue. Antoine et Anne-Marie étaient dans le salon, parlant à voix basse. Ils ont levé les yeux lorsque j'ai atteint la dernière marche. Leur visage, un mélange d'inquiétude feinte et de soulagement à peine voilé. « Je suis prête », ai-je dit d'une voix claire. Pas de tremblement. Pas de faiblesse. Je ne leur donnerai aucune satisfaction. Les yeux d'Anne-Marie s'écarquillèrent légèrement. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que je sois si rapide. Ou si inflexible. Oh! Déjà? A-t-elle dit, une fausse note de surprise dans la voix. Oui, ai-je répondu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas regardé Antoine. Je ne pouvais pas. Le silence entre nous était un gouffre, plus large et plus profond que n'importe quel océan. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La lourde porte en chêne que j'avais choisie, Pierre et moi, lorsque nous avons acheté cette maison. Elle était censée être une porte pour accueillir, pour protéger. Maintenant, c'était une porte par laquelle je sortais, vers l'incertitude. Je l'ai ouverte. L'air frais du soir effleurait mon visage. C'était comme une caresse. Un murmure de liberté. « On t'appellera, maman », a finalement dit Antoine, d'une voix un peu plus forte, un peu moins assurée. Je ne me suis pas retournée. « J'en suis sûre », ai-je murmuré en sortant sur le porche. Les lampadaires venaient de s'allumer, projetant de longues ombres fragmentées. J'ai regardé la maison. Elle avait exactement la même apparence. Solide. Immuable. Mais elle était creuse maintenant. Pour moi. J'ai refermé la porte doucement derrière moi. Un léger clic. Pas un claquement. Pas une sortie théâtrale. Juste un départ silencieux. Le genre de départ qui laisse un écho persistant, un point d'interrogation en suspens. Je marchais le long du petit sentier, ma petite valise heurtant doucement ma jambe. Le gravier craquait sous mes chaussures confortables. Chaque craquement, un petit battement de tambour marquant ma sortie. Je ne savais pas où j'allais, pas vraiment. Juste loin. C'était suffisant pour l'instant. J'ai trouvé un petit motel à quelques kilomètres. Rien d'extraordinaire. Juste une chambre avec un lit, une petite salle de bain et une fenêtre donnant sur un bout de pelouse et un parking. C'était impersonnel. Anonyme. Parfait. J'ai fermé la porte derrière moi, la serrure claquant avec un claquement définitif. J'ai laissé tomber la valise par terre, le bruit sourd et plat. Et puis, enfin, les larmes sont venues. Pas un léger flot, mais un torrent. Un barrage qui se brise. Des années de douleurs ravalées, de ressentiments silencieux, de sacrifices invisibles, tout a éclaté. Je me suis affalé au bord du lit, le matelas fin n'offrant que peu de réconfort. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une douleur vive et creuse. Le genre de douleur qui vient d'être mis à nu. Je me suis souvenu de Léon, mon petit-fils. Son rire, clair et pur. Sa petite main dans la mienne. La chaleur de sa joue contre mon épaule. Il était la raison pour laquelle je suis restée, l'ancre dans cette mer suffocante de leur indifférence. Je me suis souvenu du dessin qu'il avait fait à l'école. Un portrait de famille. Antoine, Anne-Marie, Léon. 3 silhouettes, vibrantes de couleurs au crayon. Moi, je n'étais pas là. Pas même un bonhomme allumette. Je l'avais vu, le cœur serré. Anne-Marie lui avait ébouriffé les cheveux, loué son article. J'avais souri, un petit sourire crispé. Je n'avais rien dit. Parce que c'est ce que j'avais fait. Je n'avais rien dit. J'ai pensé à mon anniversaire, 6 mois plus tôt. Personne ne s'en souvenait. Ni Antoine, ni Anne-Marie. Léon, que Dieu le bénisse, m'avait apporté un dahlia du jardin, une petite chose fanée. Pour toi, maman Élodie, avait-il dit, les yeux écarquillés et sérieux. Ce dahlia, fragile et fugace, avait été la seule reconnaissance de mon existence ce jour-là.
Je l'avais arrosé, soigné, jusqu'à ce que ses pétales se recourbent et sèchent. Un symbole, peut-être, de mon propre esprit fané. Les dîners. Toujours le placement soigné. Antoine en tête, Anne-Marie en face. Léon à côté de sa mère. Et moi, au coin de la rue, souvent à moitié caché par une grande fougère en pot. Quand des amis venaient, on me présentait comme la mère d'Antoine, qui reste un moment chez nous. Jamais juste Élodie. Jamais un membre de la famille. Toujours l'invité de passage. La présence fugace. J'étais devenu une ombre, évoluant dans leur vie, accomplissant d'innombrables tâches. La cuisine, le ménage, la lessive. Les courses. Le soutien financier. Oui, le soutien financier. Pierre m'avait laissé dans une situation aisée, pas luxueuse, mais confortable. Et quand Antoine et Anne-Marie ont acheté cette maison, ils étaient à court d'argent. Je leur avais offert, librement, généreusement, un acompte substantiel. Puis, les remboursements hypothécaires, discrètement, sans accroc. Les factures, l'entretien. Je voulais qu'ils s'épanouissent. Je voulais les aider. Je voulais qu'on ait besoin d'eux. Et ils l'avaient pris. Chaque centime. Chaque heure de mon temps. Chaque parcelle de mon travail silencieux. Ils l'ont pris, et ils ont construit leur vie dessus, et puis, ils m'ont effacé du plan. L'ironie, c'était un goût amer dans ma bouche. J'avais travaillé sans relâche pour assurer leur confort, leur stabilité. J'avais sacrifié mes propres petits plaisirs, mon propre désir de voyager, pour une vie tranquille dans mon propre espace. J'avais donné, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus de moi que la coquille d'une femme qui cuisinait leurs repas, lavait leurs vêtements et payait leurs factures. J'ai regardé mes mains. 65 ans. C'étaient toujours des mains capables. Des mains fortes. Des mains qui avaient cuisiné, nettoyé, nourri. Des mains qui avaient enterré un mari, et maintenant, enterré une version de moi-même. Une version silencieuse et sacrificielle. Je m'étais investi en eux, dans leur vie, leur confort, leur bonheur. Et en retour, j'avais été discrètement, poliment, licencié. Une machine, usée et jetée. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre du motel. Un nouveau jour. Un jour différent. Le monde semblait étrangement calme. Non pas le silence pesant étouffant de leur maison, mais un calme vide et paisible. Une page blanche. Je me suis levé. Mon corps me faisait mal, non pas d'épuisement, mais de la tempête émotionnelle. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mon visage pâle. Mais il y avait autre chose. Une lueur. Une étincelle. Une défiance que je n'avais pas vue depuis des années. Plus jamais, ai-je murmuré à mon reflet. Plus jamais. J'ai sorti mon téléphone. Le premier appel était pour ma banque. Je leur ai demandé de cesser immédiatement tous les paiements récurrents sur les comptes d'Antoine et d'Anne-Marie. Plus de cotisations hypothécaires. Plus de factures de services publics. Plus de fonds d'urgence. Le puits, il était à sec. Pas par colère, pas vraiment. Plus maintenant. Mais par nécessité. Par instinct de survie. Je ne pourrais pas me reconstruire si je continuais à déverser mon essence dans leur puits sans fond. Le deuxième appel était pour un agent immobilier local. Je voulais un petit endroit. Une location. Quelque chose de modeste. Quelque chose qui m'appartienne vraiment. Une porte que je pouvais fermer et savoir que c'était mon propre espace. Le processus a été étonnamment rapide. En une semaine, j'ai trouvé un charmant petit cottage. Ce n'était pas grandiose. C'était vieux, avec des planchers qui craquaient et un petit jardin. Mais il avait du caractère. Il y avait une sensation de paix. Ça sentait le vieux bois et la terre. C'était un endroit où je pouvais respirer. J'ai emménagé tranquillement. Pas de fanfare. Pas d'aide. Juste moi, ma petite valise et quelques cartons d'effets personnels que j'avais récupérés au garde-meubles. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas pneumatique emprunté, les bruits du cottage s'installant autour de moi. Le doux bruissement des feuilles dehors. Le ululement lointain d'un hibou. Ce n'était pas le silence de l'absence, c'était le silence de la présence. Ma présence. La vie au cottage était simple. Je cuisinais pour moi-même. Je mangeais quand j'avais faim,
pas quand cela convenait à leur emploi du temps. Je lisais pendant des heures dans le petit salon ensoleillé. J'ai commencé à m'occuper du jardin négligé, à arracher les mauvaises herbes, à planter des herbes. La terre, riche et sombre, était agréable sous mes ongles. Un sentiment d'enracinement. Les appels ont commencé quelques jours après que mon robinet financier se soit tari. D'abord, d'Anne-Marie. Des messages polis, puis de plus en plus urgents. Maman Élodie, tout va bien? On n'a pas eu de tes nouvelles. La facture d'électricité est due. Puis Antoine. Sa voix se fit plus rauque, plus exigeante. Maman, où es-tu? Le paiement du prêt immobilier n'a pas été effectué. Que se passe-t-il? Je ne répondis pas. Pas un seul appel. Pas un seul SMS. Mon téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, monument silencieux à ma nouvelle liberté. Je savais pourquoi ils appelaient. Ce n'était pas par souci pour moi. C'était par souci pour leur confort. Leur mode de vie. Leur façade soigneusement construite. La machine s'était arrêtée. Et ils crachotaient. Le silence de mon côté était mon rugissement le plus fort. C'était le silence du refus. Le silence de la reconquête. C'était le silence de mon pouvoir. Je les imaginais, affolés, réalisant l'ampleur de leur dépendance. Le désespoir silencieux grandissant dans leur voix. Le passage d'une préoccupation polie à une colère à peine voilée. Je ne ressentais aucune malice. Aucune joie dans leur malaise. Juste un sentiment discret de justice. Pas de vengeance, mais d'équilibre. Un rééquilibrage de la balance qu'ils avaient si négligemment fait pencher. Les semaines se sont transformées en mois. Le chalet est devenu mon sanctuaire. J'ai peint les murs d'un vert sauge doux, une couleur qui m'évoquait la paix, la nature. J'ai acheté un fauteuil confortable, un petit bureau. J'ai déballé la photo de Pierre et l'ai placée sur la cheminée, à côté d'un petit vase de fleurs sauvages de mon jardin. Son sourire, un réconfort constant. Puis, un après-midi, une lettre est arrivée. Pas une facture, pas une supplication. Une petite enveloppe dessinée à la main, maladroitement adressée à Maman Élodie, dans une écriture enfantine tentaculaire. Léon. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Un tableau. De la mer. De larges traits bleus et verts, un soleil jaune et un petit bateau presque invisible. Au fond, griffonné au crayon. Tu me manques. Bisous, Léon. Une vague d'émotion m'a submergé. Ni douleur, ni colère. Juste une tendresse profonde et douloureuse. Il m'a vu. Il m'a vraiment vu. Dans cette maison, où j'étais devenu invisible, il s'était accroché à un fil conducteur. Il s'était souvenu. Je lui avais manqué. Je ne suis pas rentré. Pas encore. Mais je lui ai écrit une lettre. Une longue. Je lui ai parlé de la mer, de la façon dont les vagues murmuraient des histoires, de la force tranquille de la marée. Je lui ai parlé de mon jardin, de la façon dont la vie nouvelle surgit toujours à travers la terre, même après un long hiver. Je lui ai dit qu'il me manquait aussi. Mais je ne lui ai fait aucune promesse que je ne pouvais tenir. Je ne lui ai pas donné de faux espoirs que je retournerais à l'ancienne vie. J'avais besoin qu'il comprenne, avec son innocence, que parfois, partir est une façon de rentrer à la maison. À soi-même. C'était un après-midi chaud lorsqu'ils sont finalement arrivés. Antoine et Anne-Marie. Ils se tenaient sur mon petit porche, l'air déplacé, comme des oiseaux exotiques essayant de se poser sur un nid de moineaux. Antoine avait l'air fatigué. Anne-Marie, soigneusement assemblée, mais avec un côté fragile. J'ai ouvert la porte. Pas large, mais suffisant. Élodie, dit Antoine d'une voix hésitante. Cela faisait longtemps qu'il ne m'appelait plus simplement Élodie. On voulait parler. Entrez, dis-je en reculant. Ma voix était calme, claire. Je ne ressentais aucune peur, aucune colère. Juste une curiosité discrète. Je n'étais plus celle qui se taisait. C'était moi qui tenais la porte. Ils étaient assis sur mon nouveau canapé, raides et mal à l'aise. Je m'assis en face d'eux dans mon fauteuil, celui que j'avais choisi rien que pour moi. Maman, commença Antoine, puis il s'éclaircit la gorge. Les choses ont été difficiles, intervint Anne-Marie d'une voix un peu plus sèche que d'habitude. La maison, Élodie. On a du mal. Les mensualités,
Les factures, c'est beaucoup. J'écoutais. Vraiment. Non pas avec mes vieilles oreilles blessées, mais avec de nouvelles. Des oreilles qui entendaient le désespoir sous les demandes polies. Des oreilles qui entendaient l'apitoiement sur soi, pas les excuses. Je comprends que ce soit difficile, dis-je d'une voix égale. Gérer un foyer demande des efforts. Et de l'argent. Antoine me regarda, une lueur dans les yeux. De l'espoir? On espérait, peut-être que tu pourrais revenir? Juste pour un petit moment. Le temps qu'on se remette sur pied. Anne-Marie hocha vivement la tête. Oui, maman Élodie. Tu manques terriblement à Léon. Ce n'est plus pareil sans toi. Les mots étaient pour Léon, mais le sens était pour leur portefeuille. Je me suis adossé à mon fauteuil. Le tissu était doux contre ma peau. Je les ai regardés, vraiment. Antoine, qui avait été mon garçon brillant et curieux, était maintenant un homme vidé par la commodité. Anne-Marie, dont l'extérieur poli montrait maintenant des fissures de tension. Il me voyait comme une solution. Une ressource. Jamais une personne. Jamais une mère. J'apprécie l'offre, dis-je, choisissant mes mots avec soin, comme des pierres posées sur un chemin. Mais ma vie est ici maintenant. C'est ma maison. Antoine se déplaça, le visage déconfit. Mais, la maison. Et la maison? La maison est à toi, dis-je. Elle a toujours été destinée à être à toi. Je t'ai aidé à l'acquérir. Je t'ai aidé à l'entretenir. Pendant des années. C'était ma façon de prendre soin de toi. Mais ma façon de prendre soin de toi a changé. Anne-Marie se hérissa. Changé? Tu es partie, Élodie. Sans un mot. Oui, confirmai-je en soutenant son regard. Je suis partie. Discrètement. Parce que c'est ce que tu m'avais demandé. Pas avec des mots, mais à chaque anniversaire oublié, chaque présentation cachée, chaque repas que je cuisinais pendant que tu faisais semblant de ne pas être là. Chaque fois que Léon dessinait sa famille, et que je n'y étais pas. Tu as demandé mon absence. Et je te l'ai donnée. L'air dans le petit salon s'épaissit. Ils se tortillèrent. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à des larmes. Des supplications. Un désir désespéré de retourner au bercail. Ils s'attendaient à la vieille Élodie, muette. Tu vois, continuai-je, ma voix gagnant en force tranquille, j'ai compris quelque chose en partant. J'ai compris que le silence, celui qui vous engloutit tout entier, est un choix. Pas toujours le tien, au début. Mais finalement, il t'appartient de le briser. Ou de le garder. Je regardai Antoine. Son visage était pâle. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. Antoine, dis-je doucement, ton silence m'a fait plus de mal que n'importe quelle parole de ta femme. Parce que ton silence m'a dit que je ne valais pas la peine d'être défendu. Je ne valais pas la peine qu'on se batte pour toi. Il tressaillit. Un petit mouvement involontaire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu que j'obtiendrais jamais. J'ai passé des années, poursuivis-je, à me rapetisser. À me faire plus petit. Plus silencieux. Pour que tu aies plus d'espace. Plus d'air. Plus de tout. Je pensais que c'était ça l'amour. Je pensais que c'était ça, une mère. Je marquai une pause, laissant les mots pénétrer. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'effacement. Et je l'ai permis. Anne-Marie commença à parler, une protestation lui montant à la gorge, mais je levai la main. Un petit geste. Mais cela l'arrêta. Je ne suis pas en colère, dis-je, et je ne l'étais vraiment pas. La colère s'était consumée, ne laissant que cendre et compréhension. Je ne suis tout simplement plus disponible pour ce rôle. Le rôle de la supportrice silencieuse. L'aidante invisible. La mère oubliée. Qu'est-ce que tu dis? Finit par dire Antoine, la voix rauque. Je dis, répondis-je en les parcourant du regard, que j'ai trouvé mon calme. Mon propre espace. Et ma propre voix. Une voix qui n'a plus besoin de murmurer. Une voix qui n'a plus besoin d'être ignorée. Je me levai, me dirigeai vers la petite cheminée et pris la photo de Pierre. Je la tins un instant, traçant son sourire du pouce. Mon mari, Pierre, il aurait appelé cet endroit un sanctuaire. Il a toujours voulu que je sois heureuse. Vraiment heureuse. Pas seulement utile. Je me tournai vers eux. Je continuerai à soutenir Léon, d'une manière saine pour lui et pour moi.
Je le reverrai. Je l'aimerai. Mais je ne reviendrai pas à une situation où mon existence dépend de mon utilité pour vous. Les yeux d'Anne-Marie brillèrent d'une lueur proche de la fureur, vite masquée. Alors, c'est fini, dit-elle d'une voix tendue. Tu nous abandonnes, tout simplement? Je souris, un sourire sincère et lent. Non, Anne-Marie. Je ne t'abandonne pas. Je me choisis. Pour la première fois depuis très longtemps. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris, comme je l'avais fait en quittant leur maison. Une douce brise entrait. Vous êtes tous les deux capables. Vous apprendrez à vous débrouiller. Peut-être apprendrez-vous à compter l'un sur l'autre. Et peut-être, vous apprendrez la valeur de ce que vous aviez, seulement quand ce ne sera plus donné librement. Ils se levèrent lentement. Le silence dans la pièce était différent maintenant. C'était mon silence. Le silence d'une vérité enfin dite. Le silence des limites tracées. Antoine me regarda, un mélange complexe de honte, de confusion et d'une lueur qui aurait pu être du respect. Maman, commença-t-il, mais le mot mourut sur ses lèvres. Il n'y avait plus rien à dire. Anne-Marie, toujours pragmatique, hocha simplement la tête, d'un geste sec et brusque. Ils sortirent, passant devant le petit rosier que je venais de planter près du porche. Je les ai regardés partir, j'ai regardé leur dos tandis qu'ils marchaient sur le chemin, montaient dans leur voiture et partaient. Cette fois, il n'y avait pas de valise. Pas de larmes silencieuses. Seulement une force tranquille s'installant au plus profond de mes os. J'ai fermé la porte. Le clic de la serrure, un son familier, mais avec une signification profondément différente. Ce n'était plus le bruit d'être enfermé dehors. C'était le bruit d'être enfermé à l'intérieur. À moi-même. À ma vérité. Je suis retourné dans le salon. L'air était plus léger. Plus pur. Les murs vert sauge semblaient vibrer d'une douce énergie. Je me suis assise dans mon fauteuil, sentant la douceur du tissu, le soutien solide sous moi. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé l'immensité de la mer, celle que Léon avait peinte. Infinie. Profonde. Capable de grandes tempêtes et d'un grand calme. J'étais comme cette mer. J'avais résisté aux tempêtes. J'avais été turbulente. Mais maintenant, je retrouvais mon calme. J'ai ouvert les yeux. Le soleil se couchait, projetant de longs doigts dorés à travers la pièce. Je suis allé dans ma petite chambre. J'ai ouvert mon placard. J'ai sorti une robe. C'était une simple robe bleu marine, en lin doux, que Pierre avait adorée sur moi. Il avait toujours dit qu'elle faisait ressortir la couleur de mes yeux, me faisait ressembler au ciel de minuit. Je ne l'avais pas portée depuis des années. Elle me semblait trop précieuse, trop liée à un bonheur qui s'était fané. Je l'ai enfilée. Le tissu drapait doucement, confortablement. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait avait 65 ans. Elle avait vécu des trahisons silencieuses et des effacements douloureux. Ses yeux portaient encore les ombres de ce qu'elle avait enduré. Mais il y avait aussi une lumière là-dedans. Une lueur calme et résolue. Une femme qui avait trouvé sa voie, non pas en criant, mais en partant. En choisissant. En étant simplement, profondément. Plus utilisée. Plus réduite au silence. Juste libre. Le mot résonnait dans l'espace silencieux de mon cottage. Libre. Et je me sentais, enfin, comme chez moi.